Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 57e épisode numéro 56. Nous sommes le 16 septembre 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Alexandre Duval. Bonjour Alexandre, qui êtes-vous? Bonjour Hubert. Je suis dev chez Clever, je m'occupe aussi de l'astreinte, des add-ons, de la nouvelle stack de log qui va bientôt arriver, ce genre Les de logs. choses. Je suis également accompagné de Julien Durion. Bonjour Julien, qui êtes-vous? Bonjour, je suis aussi développeur chez Clever Cloud, je gère des serveurs aussi, j'installe péniblement des hyperviseurs cette semaine, et les factures c'est ma faute. Et tu as une voix de crooner aujourd'hui. En plus j'ai une voix de crooner aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un invité de marque, j'ai nommé Horacio Gonzalez. Bonjour Horacio, qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Horacio, je suis responsable de la partie DevRel chez OVH Cloud et je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous les amis. Nous, on est très content de t'avoir. Et du coup, qu'est-ce que tu fais de beau dans cette équipe chez OVH Cloud? Faut pas que j'oublie de dire cloud à la fin. Il faut pas que tu oublies de dire cloud en effet. Moi ça fait presque 4 ans que j'étais arrivé chez OVH et je m'occupe de la partie DevRel, relation avec les développeurs ou comme certaines personnes disent, des lanceurs de paillettes. Carrément. Et maintenant, cette équipe lanceur de paillettes s'est agrandie. On a récemment reçu Aurélie Vache qui a rejoint l'équipe. Il y a d'autres Cool. personnes qui vont les rejoindre. Et l'objectif, c'est de partager bah, partager les produits OVH Cloud, parler des technologies, rencontrer les communautés, recevoir des feedbacks, toutes ces choses-là qui font les lanceurs de paillettes, c'est-à-dire interagir avec les communautés et les techos, quoi. Et venir faire des podcasts avec les amis comme aujourd'hui. Du coup, tu vas avoir de la concurrence avec Aurélie sur les beaux dessins que tu fais sur les blog posts depuis plusieurs années. Je pense qu'elle a un sacré niveau là-dessus. Je pense que de facto, on est en train de construire une équipe de gribouilleurs parce que la troisième personne qui arrivera en décembre est aussi fan de crayons. Oh mince, je viens de faire un spoiler. Donc oui, c'est une équipe dans laquelle le côté gribouillage et la communication visuelle a une autre importance. C'est un podcast qui balance des infos implicites. La semaine dernière, Horacio, on va commencer tout de suite par un faux lien, on va dire, pour parler d'actu. La semaine dernière, tu étais à Lille, dans cette charmante ville de Lille, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu faisais de beau à Lille? Bon, à part manger avec mon ami Hubert, que c'était plutôt très cool, Ouais. et à Lille, j'étais pour les FIC, le Forum international de cybersécurité. Et pour moi, à part l'intérêt des forums en soi, et à part qu'il y avait tous les interlocuteurs, et à part d'être les seuls forums que je connais où on voit dans les salles plein de monde en uniforme avec un flingue à la ceinture, mais simplement parce que c'est des policiers, des gendarmes et des militaires qui travaillent dans la cybersécurité et quand ils vont arriver dans les stands, ça fait un peu bizarre. À part ça, c'était le premier gros événement pour moi après la pandémie et c'était impressionnant de revoir autant de monde. Il y avait des commerciaux, il y avait des techos, et il y avait presque tout le monde qui travaille sur la cybersécurité en France et ça ressemblait d'une certaine façon revenir vers le monde d'avant, avec masque, avec distanciation sociale, mais quelque part, ça faisait de bien carrément et on voyait que les gens étaient, mis à part toutes les considérations business, les gens avaient l'air vraiment super contents de se revoir en vrai après une année et demie de ça et de pouvoir discuter, échanger et partager un café, quoi. Ouais. Ça dure combien de temps? Ça a duré 3 jours, Ouais. mardi, mercredi, jeudi. Et il y a eu, comme d'habitude, dans ces événements aussi gros, il y a eu des interventions de politiciens, de PDG, de plein de monde. Il y a eu beaucoup de stands avec beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises qui étaient présentes. Il y a eu surtout beaucoup de monde dans les salles. Et voilà, c'était très intéressant de revoir comment l'écosystème, on va dire comme ça, se remet en route et comme Pour des certes le conférences, virtuel ouais. a énormément d'avantages, mais il reste quand même de la place pour des physiques, comme dirait
ma collègue Aurélie, on veut des physiques. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un slogan que vous avez mis sur les t-shirts de l'organisation de Riviera Dev, si je dis pas de bêtises. Des rendez-vous de speakers qu'on est allé presque Ouais. tous à Riviera Dev. Donc Voilà. on a une photo où on est tous les gars de rendez-vous de speakers avec les t-shirts « Je vais des physiques ». Il y a eu distribution de t-shirts auprès de notre secrétaire d'État, j'ai cru entendre. Oui, quelque chose comme ça, Oui. j'ai vu, mais voilà, c'est Ok. aussi logique qu'ils récupèrent des t-shirts à droite et à gauche. Par Ok. contre, il y a eu aussi Ouais. notre secrétaire d'État qui a passé par notre usine à Croix où on fabrique les serveurs et tout ça. Et c'était vraiment excellent d'aller voir là et pouvoir les montrer cette partie-là de ce Du qui est cloud. Ouais. OVH Cloud, qui est peut-être un peu moins connu que les côtés purement hosting et services dans le cloud, le fait qu'on fabrique tout dans une usine dans le nord et on assemble nos serveurs là-bas. Ouais. Cool. On va enchaîner avec un lien que j'ai proposé, mais on va tous rebondir dessus. Donc, c'est un lien de The Verge qui parle du procès qui opposait Apple et Epic, qui vient de se terminer. En tout cas, il y a eu un jugement qui a été rendu. Petit rappel, en août 2020, Epic, la société qui édite le jeu Fortnite, donc bon, normalement, moi j'y ai jamais joué, mais normalement vous en avez entendu parler ou vous y avez joué des heures et des heures. La société qui édite le jeu Epic a commencé à essayer de contourner le système de paiement d'Apple. Donc pour rappel, Apple vous impose de passer par leur système de paiement in-app et prend 30%, si je dis pas de bêtises au passage. Et donc Epic a commencé à essayer de contourner ce système, ce qui a en fait entraîné le fait que Epic se fasse virer Fortnite de l'App Store. Et je crois qu'il y a eu la même chose chez Google Play par la suite. Ça, je sais plus trop. Vous vous souvenez ou Je n'ai pas je sais plus suivi trop. ce qu'ils ont fait chez Google Play. Et donc là, l'article parle du jugement qui vient d'être rendu. Et donc, si j'ai bien lu, d'ici 90 jours, donc le 9 décembre, les applications sur iOS ne... En fait, que je dise pas de bêtises. À partir du 9 décembre, les applications sur iOS ne seront plus obligées de passer par le système de paiement in-app. Donc c'est marrant parce que moi, avant de lire l'article, j'ai juste lu le chapeau et je me disais que c'était plutôt positif. Et en fait, dans l'article, ils expliquent qu'il y a un autre jugement où en fait la Cour affirme que Epic a comment dire, violé le contrat qui les lie à Apple en implémentant ce système de paiement alternatif. Et donc, ils doivent en dédommagement 30% de tous les revenus, je sais pas quoi, ce qui fait à peu près 3,5 millions. Donc, C'est ça. bon, je sais pas à quel point Epic est riche, mais 3,5 millions, c'est toujours une sacrée somme. Pour Apple, c'est pas tant que ça. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'Apple a l'air d'être content de cette partie du jugement et Epic a l'air d'être déçu parce qu'en gros, la juge a redit que qu'il n'y avait pas vraiment situation de monopole de fait de par les lois californiennes. Enfin, encore une fois, hein, c'est très légal, technique. Je vous Si j'ai bien lisez compris, l'article plutôt c'est des que ce que je jugements dis. complémentaires. Ouais. Et ce que j'ai vu un peu à droite à gauche, c'est qu'en gros, tous les deux ont perdu d'une certaine façon parce que, oui, maintenant, ce qui gagne, c'est tous les développeurs iOS que dans 3 mois, ils vont pouvoir proposer une méthode alternative. Il restera le paiement Apple, mais il y aura une méthode alternative. Et en même temps, la juge a reproché à Epic d'avoir fait ça à l'usarde. Ouais. Et donc, ils ont dit oui, Apple vous a banni, avec les normes qu'il y avait, ils étaient en droit de vous bannir et vous restez banni. Et le problème, c'est pas les 3 millions qu'ils doivent rendre, c'est qu'ils veulent se priver des marchés iOS pour Fortnite. Et Ouais. ça, c'est le gros problème. C'est un potentiel perte de revenus énormissime.
C'est pour ça qu'Epic est tellement déçu. Les 3 millions, c'est peanuts. Les projections qui prévoient qu'il pourrait avoir 500 millions de plus s'il y avait des gens sur iOS qui utilisaient Fortnite, ça fait beaucoup plus mal. Et Apple va valider le fait qu'il aurait fallu aller au jugement sans avant de se permettre de changer les règles de façon unilatérale. Donc, Ouais. quelque part, la juge a donné des coups de règle à tous les tout deux le monde. et méchant, et tout le monde Ouais. a peu perdu, sauf les développeurs iOS, à mon avis. Ouais, en tout cas, je crois qu'on en avait parlé, et je vais mettre le lien dans les show notes. À l'époque, on avait parlé d'un lien de DHH chez Hey, l'éditeur de mail. Et en fait, il y a pas mal d'autres applications dans ce genre-là où en général, tu t'inscris ailleurs, mais tu vas utiliser l'app sur iOS pour consommer du contenu. Il y avait des règles un peu particulières pour certains services de streaming, mais là, ça va vraiment changer la donne pour toutes ces applications-là, parce qu'historiquement, de fait, ce système de paiement fait que les clients via iOS sont pas vraiment tes clients, ils sont avant tout des clients d'Apple. Si je dis pas de bêtises, je crois que je suis client Salto via les paiements in-app d'Apple, et du coup, moi, dans mes comptes, je le vois comme un prélèvement d'Apple, et mon renouvellement est fait de cette manière-là. C'est pas vraiment sous-traiter le paiement, c'est carrément sous-traiter l'abonnement, quoi, en fait. C'est ça. Enfin bon. Et il y avait un live tweet, un énorme thread que j'avais lu cet été, pendant qu'il y avait le court hearing, tout ça là, voilà, et qui était super. Enfin, c'est très de la technique de comment ça s'appelle, de juridique, Ouais. mais c'était super intéressant quand même. Par exemple, il y avait la question de est-ce que on considère que Apple est en, comment on appelle ça, En position est en position voilà, dominante. de monopolistique, et Epic essayait de prouver que oui, sur le marché iOS. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le marché des portables, non, Apple n'a pas de monopole, mais sur le marché iOS, l'Apple Store est en position de monopole parce que tu n'as pas le droit d'utiliser un autre store, contrairement à Google, où tu peux avoir des stores alternatifs pour Android. Et ouais, c'est... Bon, moi, j'avais trouvé ça super intéressant de lire ce thread. Ouais, Et il à y la avait fin, n'a beaucoup. pas été retenu. À la Ouais. fin, c'est juste la Non. partie qui craignait le plus Apple et que la juge n'a pas validé. Donc, il faut qu'ils mettent un paiement alternatif, mais ils ne sont pas obligés d'ouvrir à des App Store externes. Et ça me parle, le thread dont tu parlais, Julien, parce qu'il y avait aussi... moi, sur Twitter, je suis des gens qui, toutes les 2 semaines, te rappellent que sur iOS, tu ne peux avoir qu'un seul navigateur qui est WebKit. Après, bon, t'as Chrome Firefox qui, en fait, réutilise WebKit, mais t'as pas de concurrence là-dessus. Et du coup, ça dérivait souvent sur... des live tweets qui t'expliquent que pendant les audiences, ils essayaient d'expliquer en quoi le verrouillage de l'App Store ou du moteur de rendu, etc., avait un intérêt de sécurité ou je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, ça n'a pas été retenu de cette manière-là, quoi. On va enchaîner avec un lien de Julien qui va nous parler de Java et des licences Java. Ouais. Eh bien, il y a Java 17. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit passage sur Java 17, et en fait, on n'y a pas pensé dans cet épisode. Il y a Java 17 qui est sorti en début de semaine, voire hier ou avant-hier. Bref, ça reste le début de semaine. Et donc Java 17 qui est la nouvelle LTS, donc Long Term Support, qui est donc c'est une version qui va être maintenue pendant un certain nombre d'années. Pour donner une idée, la dernière c'était Java 11 qui a 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Et en gros, les LTS donc sont supportés pendant assez longtemps, et quand il y a une nouvelle LTS qui sort, tous les pages de sécurité et tous ces trucs-là de l'ancienne LTS sont encore maintenus pendant 1 an, si je dis pas de bêtises.
pour laisser le temps aux gens de bouger. Et bon, on va pas forcément rentrer dans les détails des nouveautés de Java 17. On avait déjà dû parler des nouveautés de Java 16 et 15 peut-être. Et il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Dans Java 17 en tant que tel, c'est comme c'est une LTS, souvent c'est une release de consolidation. Ouais, ça C'est-à-dire qu'il va vient y avoir tamponner le... c'est ça, va y avoir plein de petits bugs qui ont été corrigés et ça vient effectivement tamponner, valider tout un tas de changements qui ont été faits sur les 5 versions précédentes, quoi. Mais en tout cas, avant, en fait, Oracle fournissait l'Oracle JDK, donc qui était en fait Oracle ayant racheté Sun qui faisait Java, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a tout le monde qui avait peur du truc en se disant bah voilà, Java va devenir payant. Donc quand on dit Java, c'est la JVM et potentiellement le compilateur et ce genre de choses, et même utiliser le langage. Et en fait, il y avait deux choses en parallèle. Il y avait OpenJDK, qui était la version vraiment open source libre, et la Oracle JDK, qui était la version plus entreprise, du coup payante, avec des, comment on appelle ça, des... j'ai oublié le mot, avec du support, etc. Ouais, pour du les support, entreprises, quoi. Ouais. Et en fait, Oracle a fait un joli blog post qui est très très court et qui dit juste bon bah voilà, on a changé notre licence. Mais en gros, quand en 2017 Oracle a annoncé le fait de distribuer la OpenJDK d'un côté et la Oracle JDK de l'autre, avec deux licences différentes, les gens étaient très contents de pouvoir garder le GPL. Par contre, il y en a qui voulaient la sécurité, entre guillemets, de la version officielle Oracle, etc. Et ça les embêtait qu'il y ait cette licence Oracle. Et en fait, Oracle dit, bah, on vous a entendu, et probablement derrière que c'est une question, on pourra en discuter, mais une question d'Oracle qui s'est peut-être pas fait tant de thunes que ça sur le truc, donc tant qu'à faire, autant le libérer et trouver un autre moyen de gagner des sous. Mais donc, ils ont... La Oracle JDK est maintenant disponible gratuitement, librement, sous une licence qui s'appelle Oracle No Fee Terms and Conditions, NFTC. Globalement, la licence, c'est le classique The programs are provided as is, non pas as is lumière, without warranty of any kind. Oracle further disclaims all warranties express and implied. Enfin, le truc un peu classique des licences libres, voilà, genre on est responsable de rien si vous faites des bêtises avec, hein, en majuscule là. Sauf que au-dessus, il y a à peu près 200 lignes de trucs classiques légaux où ils réexpliquent qu'est-ce que c'est que Oracle, qu'est-ce que c'est qu'une... Enfin bref, ils refont les définitions et tous ces trucs-là. Donc voilà. Donc maintenant, vous pouvez utiliser Oracle JDK de façon gratuite. Vous pouvez le modifier, le redistribuer. Vous n'avez pas le droit de modifier et de revendre l'Oracle JDK en elle-même. C'est-à-dire que vous avez le droit d'utiliser Oracle JDK pour faire des produits commerciaux, c'est-à-dire développer avec et faire tourner un service ou une application que vous allez vendre. Mais par contre, vous avez le droit vous n'avez pas le droit de vendre des versions modifiées de la JDK créées à partir de cette licence. Encore faudrait-il trouver des gens pour acheter ça, quoi. Oui, mais bon, tu sais, il y a toujours des... Écoute, il y a un marché pour les Julian DK, quoi. C'est clair. En fait, ça veut dire Julien DK, ouais. C'est un nouveau JDK. Cool. J'ai revérifié Java 11, c'est septembre 2018. Ouais, c'est ça. Non, ça ne nous rajeunit pas, les amis. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais, moi, je pensais que c'était plus vieux que ça, quand même. Bah ouais, moi aussi, j'aurais dit ça. Mais c'est vrai que ça a été ultra rapide, toutes les versions de Java. Ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Si vous rejoignez mon analyse du fait que, de toute façon, ils en vendaient pas et... Ouais, moi je suis ça de loin maintenant, mais je serais pas étonné que ce soit pour ces raisons-là. Quand je vois tout le monde qui a passé sur OpenJDK depuis 2018, je pense qu'il y a un peu de ça forcément. Je peux me tromper. Ok. On enchaîne avec un lien de Wiz, du blog de Wiz, qui nous parle de Azure. Alors,
Je vais expliquer vite fait, mais à mon avis, je suis loin d'être le plus pertinent de l'audience sur ce sujet. Mais donc, quand vous êtes client chez Azure et que vous avez une machine, a priori, c'est plutôt sur l'offre, on va dire IaaS, je sais pas trop comment elle s'appelle, que vous avez une machine sous Linux. Alors, l'article précise que c'est au moins 50% des utilisateurs. Je trouve ça assez... Enfin, je savais qu'ils en avaient beaucoup, mais je trouve ça toujours un peu marrant que le cloud de Microsoft ait quasiment 50% de Linux. Enfin, quand on se souvient un peu de l'époque Steve Ballmer, on en est loin. Et donc, si vous avez une machine sous Linux chez Azure et que vous activez certains services, alors je vais en nommer 2-3, mais Azure Automation, Azure Log Analytics, Azure Configuration Management, ce genre de choses, quand vous les activez, ça installe un agent qui s'appelle Open Management Infrastructure, alors, ça l'installe sans que vous en soyez vraiment au courant. Alors, encore une fois, est-ce que vous pouvez l'être si vous avez bien tout lu les petites lignes? Qui lit les petites lignes? Je vous laisserai vous faire un avis sur l'article. Et cet agent, en fait, récemment, il y a... c'est bien des équipes de Wiz qui l'ont trouvé, je pense, qui ont trouvé 4 failles, notamment une faille qui permet de faire du RCE as root, donc de l'exécution de code, remote code execution à distance. En fait, la faille permet d'être root. On est quand même sur une note de... Là, j'ai l'impression d'être dans le truc où tu notes ce que font les gens à bouffer. Là, on est sur 9,8 sur 10 quand même en termes de CVE, parce que, en gros, en enlevant le header authorization, en discutant avec cet agent, vous pouvez être root en fait. Et le plus gros problème, c'est que forcément, vu que c'est quelque chose qui est installé sans énormément c'est installé automatiquement sans que vous le sachiez vraiment, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour que vous puissiez le mettre à jour vous-même. Et en plus, si j'ai bien compris, c'est pas forcément évident pour que Azure le mette à jour automatiquement chez tout le monde. Et donc, encore une fois, je parle énormément conditionnel. Moi, je suis monsieur front-end chez Clever. Mais si j'ai bien compris, c'est aux utilisateurs d'appliquer des actions pour résoudre le problème et mettre à jour. Je n'ai pas tout suivi sur la fin de l'article. Ouais, les gens avaient l'air assez vénères parce que, en gros, la baseline sur Twitter en ce moment, enfin sur le sujet, c'est... Et donc, en fait, un agent qui est installé sans qu'on le sache, enfin, on est censé aller mettre à jour sur nos machines un agent qui a été installé à notre insu et qui fournit une faille de sécurité majeure. Donc, oui, c'est ça. Il y a des mises à jour à faire un peu soi-même parce que le truc se met pas bien à jour tout ça, je crois. Que les mises à jour automatiques ne s'appliquent pas à cet agent-là. Exactement. C'est l'accumulation de faits. Si on ne savait pas que c'était installé, même si on fait tous les mises à jour et tous les updates automatiques de la machine, ça ne va pas se mettre à jour. Et en plus, il va falloir que tout le monde aille manager ce qui est censé être en cloud pour le mettre à jour. Et en même temps, c'est une faille que je comprends bien comment on peut arriver, et je comprends bien comment dans un service managé, c'est utile avoir ce type d'agent juste pour fournir des services. Ouais. Donc, c'est vraiment une situation super embêtante pour tout le monde, et pour Azure, et pour les clients. Ouais. Ce que dit l'article, c'est que déjà de base, l'agent est exécuté en tant que root, il a tous les privilèges. Donc ça rend les choses beaucoup plus risquées, j'imagine, par défaut. Et l'article à la fin, donc je vais pouvoir vous poser une question à vous trois. L'article à la fin dit c'est important de noter que ce genre d'agent existe pas que chez Azure, existe chez AWS, GCP. Qu'en est-il de Clever Cloud ou OVH Cloud? Je vais répondre en premier pour Clever, Vas-y, mais Cana. pour Clever, il y en a, je sais pas, il y a peut-être entre 5 et 10 agents par VM, on va dire, qui font un peu de tout. Des trucs qui nous permettent de collecter les logs, les métriques, le monitoring, tout ce genre de choses. Mais nous, on fait de l'immutable infrastructure, du coup, si on a un pépin, on peut tout patcher et tout redéployer, en fait. Ouais, la différence, c'est que nos utilisateurs ne managent pas
la distrib Linux sur laquelle tournent leurs applications, on la gère pour eux, et quand on veut faire une mise à jour, on détruit la VM et on redémarre leur code sur une nouvelle VM. Ouais. Et ils tournent pas en route, accessoirement. Oui. Ils ont chacun leur user. Vous, Horatio, vous avez une offre un peu plus proche de ça, un peu plus IaaS? On a Vous avez effectivement différents niveaux notre offre un peu plus IaaS et voilà, notre offre plus IaaS, il est construit sur OpenStack, donc on utilise plutôt OpenStack pour manager et gérer ces machines-là sans devoir installer Dayan. On a certains Dayan pour les métriques, pour machin, mais ce que j'ai compris quand j'ai discuté avec nos gars, non, ce type de Dayan, on l'aimait pas, mais et à nouveau, je trouve très compliqué de blâmer Azure sur ça, Non, parce que carrément, quand tu offres des services qui permettent de simplifier la vie de tes utilisateurs en manageant des choses, la façon la plus simple de le faire, c'est en mettant des saillants. Oui, ça serait bien qu'il y ait une procédure pour qu'il soit mis à jour automatiquement et tout ça, ça ne serait pas passé. Mais en tout cas, ça ne sera pas moi qui va aller jeter une pierre sur ça. C'est des choses qui malheureusement arrivent et qui font apprendre et avancer tout le monde. Et j'imagine que dans tous les cloud providers, je suis sûr en ce qui nous concerne, mais dans le reste, il y a des gens qui ont eu quelques sueurs froides les deux dernières soirs en essayant de voir si on n'a pas quelque chose d'équivalent par hasard qui traîne dans un coin. Non, mais là-dessus, moi j'ai partagé l'article parce qu'en ce moment on en parle, qu'il faut bien entendu mettre au courant tous les utilisateurs, les avertir, mais pas du tout dans l'esprit de dire ah, c'est nul et nous c'est mieux. Au contraire, on est Cela tous. dit... voilà. Ah, nous avons un cela dit, vas-y. Ouais, non, cela dit, j'en profite aussi pour s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans la cybersécurité, je vous invite à venir tester Clever Cloud. Et quand je dis tester, Clever Cloud, pour chercher, voilà, essayer de vous sortir d'une VM, essayer de choper un maximum d'informations que vous pouvez, et faites-nous des reports, on paye pour ça. Actuellement, on a beaucoup des gens qui lancent des scripts pour voir si notre site, il y a bien, je sais pas, et qui nous envoient des messages un peu inutiles disant il y a tel cookie et c'est pas une super bonne pratique sur votre site WordPress. Et je suis là, sauf que c'est pas ça qui nous intéresse côté sécu. Ouais. On a eu deux, trois fois des reports de failles de sécurité qu'on a corrigées assez rapidement. Mais voilà, en ce moment, les reports qu'on reçoit, c'est j'ai trouvé sur un GitHub public les identifiants de la DB d'un de vos clients. Et je suis là, écoute, envoie un message au user GitHub parce que c'est pas à nous de... Nous, on refile la base de données. Après, les gens, s'ils décident de donner les identifiants à tout le monde, c'est leur problème, quoi. Ouais. Et ce qui n'empêche pas d'envoyer parfois un petit message à l'utilisateur pour dire il paraît que... Mais en ce moment, on a beaucoup ça en report, et nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt avoir des gens qui, depuis une application qui font tourner chez nous, voir s'ils arrivent à sortir, avoir un accès root, qu'est-ce qu'ils arrivent à choper comme identifiant pour aller taper sur le reste de la plateforme. S'il y a des gens qui arrivent à sortir même complètement de la machine virtuelle, ça nous intéresse beaucoup. Parce que ça, c'est le pire qui pourrait arriver. Mais voilà, si vous faites dans la sécu, je vous invite à venir tester et à venir collecter des bounties. Si vous trouvez des choses graves qu'il faut qu'on corrige, quoi. Cool. Parce que c'est aussi comme ça que ça marche, quoi. Ouais. J'allais dire, du coup, Julien, je vais te laisser enchaîner sur un autre sujet d'actu un peu sécurité. On en parlant de Travis. Travis CI a fait un communiqué un bulletin de sécurité qui date tout juste d'hier, je crois, avant-hier. Un truc comme ça, 3 jours, le 13 septembre, c'était lundi. Bref, en gros, si vous avez un dépôt, un dépôt GitHub public, GitHub ou 2-3 autres trucs qui s'intègrent avec Travis. Alors pour rappel déjà, Travis CI, c'est un outil donc de CI, c'est-à-dire, je viens d'oublier ce que ça voulait dire. Continuous Integration. Integration, merci. Globalement, ça lance tous vos tests, tout un tas de suites de tests pour vous, et comme ça, quand il y a une pull request qui est faite sur, par exemple, GitHub, on peut avoir un tas de tests qui sont effectués pour avoir plus facilement confiance en la pull request.
Une demande de tirage. Non, c'est pas Une ça. demande de tirage, c'est ça. J'en sais, je sais pas. Un BAT. Ouais, c'est ça. Et en fait, Travis CI a découvert, enfin il y a des gens, je sais plus trop qui ont découvert une faille de sécu qui fait que si vous avez, alors c'est assez précis quand même, hein, c'est pas non plus tout le monde, mais si vous avez un dépôt public GitHub qui a été forqué, au moment où la personne fait la pull request, pour peu qu'elle mette les bonnes choses dans des scripts de validation Travis, etc., il y a moyen d'afficher de façon assez rapide, mais bon, ça reste affiché quand même à un moment, les variables d'environnement du repo d'origine, qui fait donc pas le repo qui fait la PR, mais le repo officiel, quoi, sur lequel on veut reverser les modifs. Et du coup, dans certains cas, sur certains prints, il y a des variables d'environnement, donc parfois des secrets de CI, des secrets de base de données, de trucs de publication, qui peuvent être visibles. Donc c'est pas ouf. Dans l'article, il rappelle que c'est bien de mettre à jour ces tokens Travis, ces tokens GitHub et autres trucs comme ça. Et de façon générale, oui, rafraîchir les tokens et autres secrets, ça peut être pas mal. Et il rappelle aussi dans les communiqués que, à leur connaissance, c'est une pratique standard dans tous leurs autres compétiteurs. Ils jettent le pavé dans la mare, ce qui est très bien. Oui, Parce que complètement. justement, quand, dans le processus de builder une pull request, bah, ils ont besoin pour pouvoir la builder d'accéder à ces variables. Et donc, potentiellement, le problème est plus grand et plus étendu. Ouais. Complètement. Et donc, ça a été corrigé le 3 septembre. Donc, en fait, le communiqué à 3 jours date de lundi, mais la faille a été corrigée, en fait, il y a 2 semaines déjà. Donc voilà, mettez à jour, on sait jamais, vos différents tokens sur GitHub. Puis pour Parce peu qu'ils que pourraient avoir fuité. Je dis pardon, pour peu que tu utilises les mêmes environnements de build et de release, tu peux tout récupérer des secrets pour publier une nouvelle version d'un soft. Potentiellement, l'impact est énorme, oui, carrément. Ouais. Là, ça craint. On enchaîne toujours un peu avec la sécurité et les tuyaux sécurisés, les gardiens des câbles, en parlant de WireGuard. C'est un lien de Alexandre Duval. Ouais, donc WireGuard a été intégré au kernel Linux nativement depuis la 5.10, si je me trompe pas. Et Free... Tu peux préciser juste vite fait ce que c'est WireGuard ? WireGuard, c'est un VPN, enfin un outil qui permet de créer des VPN et de se connecter dessus. Et donc simplement, rapidement, facilement. C'est surtout son gros avantage. Utilisez WireGuard. Pour info, NordVPN utilise WireGuard maintenant. Je ne sais pas si c'est un gage de qualité, mais la plupart des technos de VPN se sont mises à utiliser WireGuard. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. Merci. Et en fait, c'est ultra simple parce que WireGuard, pour les gens qui ont déjà fait de l'IPsec ou de l'OpenVPN, il y a tout un moment de négociation du protocole de chiffrement et de tous ces trucs-là. Et WireGuard, le Jason là, qui l'a créé, a décidé qu'il allait prendre une méthode de chiffrement, une méthode de signature, un algorithme pour chaque truc, en prenant en gros le meilleur algorithme du moment en termes de rapidité / sécurité, etc. Et du coup, t'as pas d'autre choix que d'utiliser ça, donc la conf, elle est très 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 rapide, quoi. Et du coup, Free l'a intégré en bêta dans Freebox OS dans les dernières versions, et du coup, on peut configurer un WireGuard, enfin se connecter à un WireGuard, connecter sa Freebox à WireGuard, et du coup avoir tout son réseau particulier qui est routé en VPN. Ouais, donc ça veut dire que si je configure ma Freebox pour créer un tunnel vers un autre nœud qui est ailleurs sur Internet, oui. tous les gens qui sont sur mon Wi-Fi ou autre passent par ce tunnel sécurisé. Ouais. Bon, ça existait déjà pour OpenVPN ou ce genre de choses, mais là c'est juste que, en gros, j'ai remonté un peu toute l'histoire de ce truc-là, et en gros c'était des demandes d'utilisateurs Free depuis 2018, je crois, et puis en gros, comme ça a
été release officiellement dans le kernel. Free l'a intégré beaucoup plus simplement. Et voilà. Bon, du coup, comme c'est une Freebox, comme c'est une box, il n'y a pas un très gros CPU. Et du coup, il y a un peu de latence, quoi, en 10-15 millisecondes. En plus, en moyenne, sur le trafic de latence, le temps de déchiffrer, chiffrer les paquets. Ok. Voilà. Ok. On va enchaîner avec ce que j'ai appelé dans les notes un palien de déménagement de Alexandre Duval. Donc, Alexandre, tu as déménagé récemment, et on n'en dira Ouais. pas plus. Tu fais ce que tu veux dans ta vie privée. Mais ça t'a fait remarquer 2-3 petits trucs dont tu vas nous partager les Ouais, détails. il y a un petit détail en mode je râle, et puis un autre détail. Ah non, c'est plus loin que tu l'évoques. Oui, c'est plus tard après. Ah bah pardon. On va parler Du dessus. coup, le mode râlage, je sais pas si ça se dit. Mais en gros, donc j'ai changé de FAI, et donc pour configurer des HV, chez Clever, des hyperviseurs, des serveurs, du coup, dans notre data center, on passe par des VPN en PPTP. Et donc derrière, c'est de l'IPsec. Et en fait, chez certains FAI, les paquets IPsec ont une priorité plus basse, et ça fait que des fois, ça arrive pas à temps pour le serveur, et du coup, on se fait jeter par le serveur. Et en gros, j'ai une moyenne de 30 secondes par connexion. Du coup, c'est très très peu pratique. Alors que si je repasse en 4G chez mon autre opérateur, ça marche très bien. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est ton petit râlage du moment sur ton Ouais, et FAI. le premier est plus cher que l'autre. Ils sont écrits dans mes notes, mais on va dire qu'on ne va pas les noter. Et donc, du coup, tu gardes sur ta 4G pour que ça Juste pour fonctionne, faire quoi. ça, hein, Ouais. ça arrive pas souvent, hein, mais c'était pénible. Ok. C'est Julie, ce tu moment où voulais tu dire un cherches. truc sur IPsec et la priorité des paquets. Pour moi, tu es un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des VPN chez Clever, du coup. Oui. Non, rien de plus, à part que effectivement, on a parfois des problèmes comme ça, justement, de clients pour qui on installe un IPsec ou un truc comme ça pour certains de leurs services, et qui ont des problèmes justement parce qu'ils sont chez un certain provider, pardon. Enfin voilà, et du coup ça leur pose des problèmes, et ils viennent nous voir en mode ça marche pas. Et je suis là, bah si, chez moi ça marche. Ouais. Trademark, copyright. Et et en fait, non, c'est juste leur provider qui ralentit ces paquets-là. Je sais pas trop quelle est motivation. l'utilité de faire ça. Je sais pas si c'est parce qu'ils vendent un service concurrent derrière. La légende urbaine dirait que certains opérateurs voulaient pousser les gens qui travaillent avec leur Internet à prendre un abonnement pro. Ouais. Et donc, ils sont associés historiquement travailler avec ton Internet à utiliser un VPN. Je pense que la pandémie a changé la donne pour tout le monde, mais ils n'ont pas dû revoir ces politiques-là. Hashtag neutralité du net. Hashtag. Ouais. Ok. Autre chose là-dessus, messieurs? Non. Nous allons enchaîner avec un lien de Alexandre Duval, toujours, qui va nous parler de Zoom et de Facebook et de la VR. Ouais, donc Zoom a explosé du coup avec la pandémie, hein, c'est devenu une énorme boîte. Et du coup là, il s'associe à Facebook et à l'Oculus Quest 2 pour proposer a priori vers fin 2022 des réunions en VR. Et du coup, on pourrait imaginer une réunion un peu en mode Conseil des Jedi, le gars qui est sur une autre planète en hologramme et tout. Ça pourrait être super stylé. Bon, forcément, ça fait un petit coup, quoi, parce que Oculus Quest 2, à mon avis, c'est pas Ça donné coûte juste combien pour à peu faire. près? J'en ai aucune idée, mais je vais regarder tout de suite. Je pense qu'on est entre au moins 500 et 1000 euros, un peu comme. Ah non! 350. Voilà. Bon, c'est un budget. Ça fait une belle note de frais pour faire des réunions. Et je pense que ça peut être très très sympa et très très stylé. Et je n'ai rien à dire de plus dessus.
Vous voyez, vous faire des... Enfin, je sais pas, bon, on a tous goûté au niveau ultime de la visioconférence depuis la pandémie. Vous voyez faire des réunions comme ça avec des casques de VR Ah, moi, pas du tout. Pas du tout. Après, faut Mais je pense pas. que. Vas-y. Moi, pardon, je le vois pas dans un milieu professionnel en fait. Plus de familial, tout ça, tu sais, genre tu fais un apéro, machin, t'es en mode à moitié autour de la table et tout, ça peut être sympa. Mais pro, ouais, c'est un peu plus intime, mais peut-être pas, je sais pas. plus gadget peut-être, ouais. Ouais. Mais Moi, je en me mode dis que dans particulier. 10 ans, on sera les boomers qui refusent d'utiliser ce truc-là. C'est Et que clair. tous les gamins tourneront sur ce genre de truc parce que le prix aura été divisé par 5 et que il y en aura un dans chaque famille, tu vois, ce genre de choses et tous les gamins utiliseront ça et nous on sera genre on comprend pas. Il n'y a pas ça dans Retour vers le futur 2? Genre, je me demande si c'est pas la fille de Marty, bon, Ah, qui est les gens aussi mangent jouée là. par Michael J. Fox et Ouais. qui a un casque comme ça à un moment et qui passe un coup de fil, je sais plus. Quelque Moi, chose je... comme ça. Ça me parle. Moi, ça me rappelle Ouais. Wall-E. Ah oui, ouais. Mais c'est Oui, moi. Hein. c'est vrai. Je tiens juste à préciser parce que dès que j'ai une discussion avec des gens autour de la VR, etc., on parle peut-être pas assez souvent du fait que c'est pas accessible à pas mal de gens, Beaucoup. que ce soit parce que tu as moins de, je sais plus, 5 sur 10 ou un des deux yeux, voire les deux, hein, bien sûr, mais en tout cas, déjà, dès que tu as un de tes deux yeux qui a une déficience visuelle, ça devient gadget ou enfin tu vois rien. Je sais pas trop ce que ça donne, mais ça marche pas Simplement très bien. avec des lunettes, l'expérience Et est voilà, sous-optimale. dès que tu as des lunettes, et puis après, moi je suis sujet aux migraines, le peu que j'ai essayé de la VR, ça, enfin je sais même pas si c'est lié, mais en tout cas ça me donne vite mal au crâne. Donc je sais pas, je serais pas étonné, comme tu le dis Julien, qu'on devienne les boomers qui refusent d'utiliser ça, mais je me demande à quel point ça peut se démocratiser de par la capacité visuelle de chacun, quoi. Après, moi, ça me rappelle quand la 3D est arrivée au cinéma et Oui. j'étais plus jeune, donc je n'étais pas boomer à l'époque, même si maintenant je commence. Mais moi, j'ai jamais eu un vrai confort Ouais. à cause des lunettes sûrement et j'ai plein de potes qui sont dans les mêmes cas. Donc, moi, ce côté non accessible, pour moi, ça peut être rapidement un frein. Si moins de la moitié de ta cible n'est pas confortable dans cet environnement, et Ouais. le peu que j'ai vu de réalité augmentée, réalité virtuelle, c'est encore pire que les lunettes 3D pour le cinéma. Ça peut se populariser, mais je les vois difficilement se généraliser de ce fait-là. Si le téléphone portable était pas utilisable par la moitié de la population, ça serait pas la révolution que ça a été. Rien n'est parfaitement accessible, mais cette technologie elle est particulièrement peu Ouais. accessible à une frange très large de la population. Ouais, Pour c'est moi. clair. Mais c'est vrai que le lien avec la 3D au cinéma, puis on va pas se mentir, enfin je sais pas vous, moi la dernière fois que j'ai vu un film en 3D, ça commence à dater. Et d'un, parce qu'il y en a plus beaucoup, et deux, parce que j'ai fini par préférer regarder ça en 2D, mais peut-être que Avatar 2 va tout révolutionner. Je ne sais pas. Avatar, c'est les petits enfants avec une flèche sur la tête? Non. Enfin aussi, mais non. Je parlais de... Ouais. Je parlais Ah, tu parlais de ces de... schtroumpfs de l'espace, mince, Du, désolé. ouais, du remake de Pocahontas avec des schtroumpfs géants. Bref, on va enchaîner avec un lien qui parle de JavaScript, parce que bah, quand je suis dans le podcast, on parle de JavaScript pour changer. Alors, pour rappel, le JavaScript est standardisé par un organisme qui s'appelle ECMA, et le langage est géré par le TC39, le Technical Committee 39. Donc, dans ce groupe, il y a pas mal, c'est un groupe de personnes qui discutent des futurs standards qui arrivent dans JavaScript. Et en ce moment, il y a des discussions autour d'un opérateur dit l'opérateur pipeline. Donc attention, c'est pas radiophonique. C'est un pipe et un signe supérieur à, donc un chevron vers la droite.
bref. Et l'idée de cet opérateur est de pouvoir prendre une variable, un objet, une string, etc. Et ensuite de le faire passer au travers de différentes fonctions. Et donc via cet opérateur et en général en mettant un opérateur par ligne. Encore une fois, c'est pas super radiophonique. Je vous laisserai voir le lien de. Donc c'est un lien d'un article de Ben Lesh qui est le créateur ou en tout cas, ouais, je dirais créateur, mais en tout cas le mainteneur de RxJS, qui est forcément une librairie qui se base beaucoup sur le fait de faire passer des variables et des variables qu'il y a dans des observables au travers de différentes transformations, des maps, des filters, et plein d'opérateurs de tout ce qui est lié aux observables. Et en fait, donc, sur cette idée de dire on va rajouter cet opérateur pipeline dans JavaScript, il y a deux camps. Il y a eu essentiellement deux propositions. Un système qui ressemble énormément au langage Hack. Donc moi, j'avais oublié ce que c'était, mais si j'ai bien compris, c'est le fork de PHP de Facebook, Hacklang. Et donc, il y a une proposition de pipeline qui ressemble à ça, et une autre qui ressemble un peu plus à ce que fait le langage F# notamment. Et c'est la guerre, quoi. Oh non, mais c'est mieux le truc de Hack, c'est mieux le truc de F#. Donc, allez voir l'article. Ben est très pro F# parce que dans RxJS, ça aurait plus de sens. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que dans l'article, il a mis des exemples et il a mis le maximum de pros and cons, d'avantages, inconvénients pour les deux possibilités. Il se trouve qu'a priori, on se dirige vers la version qui ressemble au langage Hack et à son grand désespoir. Donc c'est aussi pour ça qu'il a écrit l'article, pour essayer une énième fois d'avoir des gens qui puissent se mobiliser et convaincre le comité de discussion de changer d'avis. Ça a aussi généré des petits dramas sur Twitter parce que OTC 39, pour en faire partie, il faut payer. Et c'est pas le coût d'un abonnement Netflix, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour faire partie du comité. Donc bon, il y a des gens qui disent ah oui, mais du coup on peut pas donner notre avis. Alors c'est loin d'être aussi simple, hein, parce que les gens qui font partie de ce comité écoutent un maximum, le plus possible, la communauté, les gens qui font des frameworks, les gens qui font des navigateurs, les gens qui font des... mais donc, on se dirige vers la version de Hack. Donc, je ne vais pas décrire plus en détail les différences et comment ça fonctionne. Je vous incite vraiment à aller voir l'article. Et à défaut, ça vous fera découvrir la version Hack qui arrivera peut-être un jour dans le langage. Moi, j'avoue, la version F# me plaît plus. Et il y a Horatio qui vous montre à quoi ça ressemble sur son téléphone, si vous avez la vidéo. Non, ça n'est pas, c'est pas assez bien, c'est pas Voilà. assez net. Je sais pas, est-ce que vous avez vu l'article, vu passer les discussions, vous Horatio, tu es peut-être plus Oui, j'avais vu JavaScript l'article, j'avais vu quoique. passer les discussions. Ouais. Je vois l'utilité de l'opérateur. Je ne me prononce pas sur lequel des deux versions je préfère. Je trouve qu'effectivement, il y a une utilité, surtout que ça vient des créateurs de Reactive.js. Ça me semble full logique parce que, voilà, l'idée, tu as créé un pipeline y commencé à, tiens, la sortie, je la passe à la fonction suivante sans devoir faire à chaque fois passer par des variables intermédiaires. Ouais. C'est des sucres syntactiques, mais des sucres syntactiques qui apportent quelque chose. Carrément. Après, en allant sur le fond de l'histoire, oui, c'est vrai que le 1339, il y a plein de membres qui sont très à l'écoute des communautés. Par contre, je comprends aussi cette idée-là de oui, mais ça reste quand même une façon de faire que pour beaucoup de développeurs web reste lointain, ils font entre plein de guillemets ce qu'ils veulent et après c'est à nous d'assumer ce qu'ils ont décidé. Donc, il y a un enjeu là et je comprends que pour beaucoup, simplement dire oui, mais on est à l'écoute des communautés, donc même si
même si vous ne payez pas les TC39, vous savez quand même votre mot à dire. Ça peut sembler assez flou et pas tout à fait clair pour beaucoup de monde. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir les deux variantes. Tu nous fais un Why can't we have both, c'est ça. le gif avec Non, la non, petite... mais j'ai un peu d'expérience en ce cas-là, et en fait, en ce cas-là, il y a les deux. C'est-à-dire que donc, il y a une variante où, en gros, tu remplaces ta variable qui a été pipée par un accent circonflexe, et une variante où tu dois tout expliciter en passant vraiment des fonctions où tu nommes ta variable. C'est bien ça, hein, on est d'accord? C'est un peu la Ouais. grosse différence entre les deux approches. C'est ça. Et en fait, en ce cas-là, il y a les deux. C'est-à-dire que tu peux... alors, c'est underscore et non pas accent circonflexe, mais tu peux utiliser directement avec une fonction... enfin, tu peux balancer directement un appel de fonction avec le underscore, en l'occurrence, qui est passé. Et si tu en as plusieurs, bah, ça considère qu'il y a plusieurs paramètres. Mais effectivement, il y a cette approche-là a un problème qui est bien levé dans l'article, que si par exemple tu veux réutiliser la même variable à plusieurs endroits, admettons que le x que tu récupères, tu as besoin d'appeler la fonction avec x plus 1 et x plus 2, quelle que soit ta raison. Hein. Mais tu pourras pas le faire avec la version hack, Circonflexe. accent circonflexe. Alors que au moins c'est plus clair quand tu le fais avec la version F-sharp. Moi, avec la version F-sharp, quoi. Ce que tu expliques, ça me rappelle la proposition qu'il fait en fin d'article quand il dit mais on pourrait avoir presque les meilleurs des deux mondes. Ouais. Donc, ça serait, je trouve, un bon compromis. En tout cas, En fait, vas-y. Ouais. Gagner du temps sur l'écriture parfois quand c'est un truc vraiment straightforward, c'est cool, tu vois, de pouvoir, parce que moins de code, c'est potentiellement moins de bugs entre guillemets, mais surtout c'est plus facile à lire parfois et voilà, à relire. Et par contre, oui, dès que tu veux faire des choses plus complexes, avoir une possibilité d'expliciter ce que tu fais, tout en gardant l'opérateur sympa là, enfin l'opérateur pipeline, qui peut être cool. Ça peut être bien effectivement d'avoir les deux. Moi, j'étais développeur Java pendant 20 ans, donc le côté explicite, oui, c'est rébarbatif, oui, tout ce que tu voudras, mais l'expérience de vieux con m'a montré que tu fais les choses explicites en général, ça élimine les bugs. Moi, c'est des trucs-là de moins tu écris des codes, moins tu fais des bugs. Je n'étais jamais vraiment trop fan, mais je comprends ce que tu dis. Et j'allais juste terminer, je crois que la proposition est en stage. Non, je vais pas le dire parce que j'ai un doute, on va vérifier après. Mais en tout cas, on s'oriente très clairement vers la solution stage hack. 2, non? Je dirais stage 2, ouais. C'est ça. Pour moi, c'est stage 2. Il y a encore largement moyen que ça change. Hein. J'ai envie de dire, les décorateurs, c'est en stage 2 depuis facilement 5-6 ans. Donc, on va voir. Par contre, sur le circonflexe, il y a discussion. Il y a eu des versions précédentes avec un %. Puis forcément, là, il y a sondage de « Ok, ça ressemble à quoi les claviers dans vos pays ?» Parce que, bon, forcément, on n'a pas tous le circonflexe au même endroit. Et est-ce que c'est facile à taper? Enfin bon, c'est toujours le problème. Ouais, je me demande quand est-ce qu'ils vont commencer à ajouter des emojis comme opérateur. En vrai, ce serait limite plus marrant, quoi. Au moins, ça serait clair, quoi. Ok, on va enchaîner avec un peu de WASM, de WebAssembly, avec un lien de Alexandre Duval. On va enchaîner avec beaucoup de WebAssembly. Oui, c'est parti pour le tunnel au WebAssembly. On vous expliquera pourquoi. Je cherchais un moyen de faire des PDF rapidement, et si ça pouvait éviter de passer par un serveur, ça m'arrangeait beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé WASM PDF, donc qui est basé sur Rust PDF. Et du coup, c'est la version WebAssembly de Rust PDF, qui permet de générer des WASM des PDF avec du coup cet outil directement dans le navigateur du client qui veut générer le PDF. Et donc en fait, c'est super facile à installer, c'est super rapide à exécuter.
Par contre, faut générer un JSON qui peut être plus ou moins long à générer selon ce qu'on veut mettre dans le PDF. Et on lui balance tout ça et puis il nous sort le PDF. C'est très rapide. Voilà. C'est tout. Et t'as généré quoi avec? Des factures. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que Team génération on de est sur factures. un sujet là, Julien. Il y a plusieurs choses. Ouais. Mais du coup, t'as Non, la mais main vraiment pour faire ta mise en page et autres. Enfin, ouais, c'est pas un et c'est PDLF. vachement c'est pas de l'HTML. Ouais. Il y a des trucs qui ressemblent un peu à du CSS vite fait, mais il y a juste un petit truc, c'est sur des trucs genre du texte stationnaire, tu sais, qui reste en haut ou en bas de page. Ouais. C'est un peu pénible, où faut qu'il génère le PDF pour que ça coupe bien certains tableaux quand tu veux générer tes pages PDF, quoi, que ça coupe au bon endroit, ce genre de choses. Mais sinon, c'est très 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 rapide comparé au truc que j'avais avant, où c'était du XHTML, CSS1, Et tu utilisais quoi avant? je sais même pas comment ça s'appelle, un truc tu veux pas savoir. Je sais même pas comment ça s'appelle. Toi, Julien, pour les factures de Clever, tu utilises quoi? Alors moi, j'utilise un moteur de rendu spécifique, enfin un moteur de rendu PDF de HTML, CSS, voilà, qui implémente. Attends, comment il s'appelle? Ah mince, je te prends en Wheezy info. Print. Ouais, non, j'aurais dû. C'est comment? Wheezy Print. Ah, WheezyPrint, c'est ça. Donc c'est écrit en Python. Et ça, ça prend ton HTML, ça prend ton CSS et ça te génère un PDF. Et là où c'est vraiment pas mal, c'est que ça supporte. Donc en fait, c'est vraiment un moteur de rendu qui a été écrit en Python. C'est pas comme tout ce qui est WK, HTML, tout PDF, s'il y en a qui connaissent, ou Chromium Headless, qui simule un navigateur qui imprime qui imprime en PDF. Là, c'est vraiment un moteur de rendu spécifique à ton. Comment ça s'appelle Enfin, spécifique pour justement le print. Et en fait, dans CSS3, il y a une spec qui s'appelle la page spec quelque chose, qui permet justement de définir des choses, genre, par exemple des entêtes, des pieds de page, des choses dans les marges et tout un tas de trucs qu'il faut répéter sur une seule page ou sur plusieurs. Tous ces trucs-là. Et du coup, tu peux assez facilement... ouais, tu fais assez facilement ton HTML, ton CSS, et c'est vraiment bien parce que, par exemple, Chromium Headless, donc truc qui simule un navigateur, va par défaut, et c'est extrêmement galère de changer ce défaut. Rajouter le numéro de la page en bas et le nom de la page. C'est quand vous faites print, il y a toujours l'URL qui est affiché en haut du PDF quand vous faites imprimer une page dans votre navigateur. Et là, le moteur de rendu, justement, va pas faire ça, en fait. C'est un moteur de rendu qui est fait exprès pour ce genre de choses. Ouais. Et du coup, c'est assez simple à utiliser, quoi. Donc voilà, moi, j'en suis très content. Après, on a toujours les problématiques de si ta stack Python est un peu pété, ou si au moment où tu veux... c'est ça, au moment où si PyPy ou je ne sais pas quoi est down, au moment où tu veux déployer ton application, bah, elle déploie pas. Parce que, encore une dépendance à un serveur externe qu'on peut pas trop contrôler, quoi. Ouais. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, tu fais des factures en noir et en gold ou pas? Et ben, grâce à ça, oui, je peux facilement faire des factures en fond noir pour les clients premium. Ceci était un petit easter egg du mois d'avril, si je me souviens bien. Ouais. Ok, on va enchaîner avec un autre lien Wasm. Ce coup-ci, c'est un lien de Horatio. Bah oui, parce que, instant autopromotion, moi, les liens web, je les réserve pour notre émission avec la revue des speakers, les briques de web. Et oui. D'ailleurs, si vous êtes intéressé dans le web, vous pouvez nous écouter tous les 2 semaines. Et là, je me suis dit, on va attaquer un autre sujet, un autre de metadata, les WebAssembly. Et surtout que cette semaine, j'avais vu 3 ou 4 petits liens qui m'ont beaucoup impressionné. Le premier, c'est Wasm 4. Je sais, il y a plein de projets qui s'appellent Wasm 1, 2, 3, 4. Et Wasm 3, c'est un moteur qui permet d'exécuter des Wasm sur des devices très différents, d'un Arduino jusqu'à un PC, en passant par un Android ou un iPhone. Mais Wasm 4, c'est pas de tout ça.
Wasm 4, c'est une petite console virtuelle écrite en WebAssembly sur laquelle vous pouvez programmer vos propres jeux. Et Ouais, il une y a le console de projet où jeu. il y a hein. la console virtuelle et il y a tous les tutoriels pour créer vos propres jeux. Et si vous allez sur le site, que ça sera dans les liens, il y a aussi plein de jeux que vous pouvez jouer et ça a un feeling de rétro gaming à la Game Boy. Bah, en fait, quand je l'ai découvert, j'ai passé une demi-heure à jouer aux différents jeux et je me suis arrêté parce que j'avais du travail à finir, mais c'est super mignon comme petit projet. C'est super intéressant pour apprendre bah, un, à coder de rétro gaming, deux, à faire des WebAssembly et trois, à découvrir les possibilités. Et moi, je rêve que ce projet-là commence à travailler avec un autre Wasm X, avec Wasm 3, parce que imaginez cette console virtuelle tourner sur un petit Raspberry Pi avec un petit écran incorporé. J'imagine déjà une rétro-console, mais avec des technos WebAssembly. Ça pourrait être carrément sympa. Et vous pouvez faire vos jeux en Rust, si c'est ça que vous préférez, ou en Assembly Script, ou en n'importe quel langage qu'on arrive à compiler vers de WebAssembly. Et j'allais dire Wasm 4, là, le lien que tu partages, donc c'est en utilisant WebAssembly, mais du coup, tu utilises quel langage pour compiler vers WebAssembly ce que tu veux? Oui, a priori, il y a des exemples en plein de langages différents, quoi. Ah, d'accord, ok. Cool. Donc, c'est carrément sympa comme approche. Et voilà, et moi, le côté rétro gaming, bah, ça me met tout de suite des étoiles dans les yeux. C'est le facteur nostalgie, je pense, quoi. Ça, c'est ton côté. Comment on appelle la génération? Parce qu'on a dit boomer plusieurs fois, mais nous, Non, on est moi, la je suis génération plutôt d'après. génération X. Ouais, voilà, c'est Ouais. ton côté génération X de j'ai vraiment connu la Game Boy et pas celle qui était en couleur avec C'est Pokémon, ça, machin. celle qui était une brique, Ouais. qui bouffait des piles comme si il n'y Et avait pas oui, le lendemain, quoi. Celle-là, si. avec la loupe à lumière et tout. Bah ouais. Moi, Moi, j'avais dire, une Julien? Ouais. question. Ouais. J'ai peut-être loupé un petit bout. hein. Pour les gens qui ont la Vas-y. vidéo, vous verrez que je me suis absenté 30 secondes. C'est quoi la différence entre Wasm 4 et Wasm 3? En fait, Bah, je c'est connais pas pas du du tout tout le même cet projet. écosystème. Et en Ah fait, non, non, d'accord, c'est des c'est qu'ils projets se qui sont donné s'appellent. des noms qui ont quelque chose à voir. Wasm 3, c'est un moteur une machine virtuelle WebAssembly, Mhm. une WebAssembly VM, mais qui est particulier parce que ça tourne un peu partout. Tu peux la faire tourner sur des tout petits Ok. microcontrôleurs même, ou un Arduino, ou un Raspberry Pi, ou ton ordinateur, ou ton smartphone. Et là, c'est un projet complètement à part. Bah, c'est un projet pour créer une console virtuelle de jeux qui tourne en WebAssembly. Et donc, c'est pour ça que je disais, j'adorerais que Wasm 4 et Wasm 3 s'associent pour faire la rétro-console ultime. Mais bon, ça, c'est mon rêve à moi. C'est des projets qui, a priori, ils n'ont rien à voir. Aussi, il y a un lien, je ne l'ai pas trouvé quand j'ai regardé. Ouais. Du coup, on va enchaîner avec un autre lien Wasm, un autre lien de Horatio. Bah ouais, comme je disais, je me suis mis à fond sur les Wasm et regardant des jeux sur Wasm parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est une bonne preuve de concept pour WebAssembly. Je suis tombé sur une librairie que j'avais déjà vue qui s'appelle Spasm. Et cette librairie-là, elle est pour le langage D. Je suis pas du tout un pro de D. C'est un langage que j'ai trouvé rigolo de regarder. Mais ce qui m'a plu de cette bibliothèque, c'est que c'est un environnement tout en un pour créer des SPA, des Single Page Application. En gros, pour créer des applications web, mais complètement à part des côtés HTML, CSS et JavaScript. Et donc, tu écris ce que tu veux en langage D et tu utilises ces bibliothèques pour générer à la fin et les petits squelettes HTML, JavaScript, tout ce qui va bien pour faire tourner ton WebAssembly. Il y a plein d'exemples. J'ai donné le lien de spam sur Spasm, mais un que j'ai trouvé très sympa, c'est un petit jeu qui s'appelle Underrun. Et quand je dis petit, c'est quoi qu'une trentaine de cas à peine, mais tu as un petit jeu très sympa avec un labyrinthe fait de façon autogénérée. Et c'est pour moi une preuve de concept d'une tendance que je vois de fond de plus en plus sur plein de langages, c'est de construire des bibliothèques qui sont un kit complet pour produire derrière quelque chose qui peut s'exécuter sur la plateforme web. Ouais. Parce que beaucoup de WebAssembly au début, c'était
tu compiles ton truc, tu as des WebAssembly, ensuite tu vas prendre de JavaScript, instancier ton WebAssembly, le filer les paramètres, ensuite tu vas prendre HTML, appeler ton JavaScript et mettre ça sur un Canva. Et le processus était relativement complexe. Ouais, Maintenant, fastidieux. il y a de plus en plus d'outils qui simplifient énormément ces pipelines. Mais c'est quoi le langage D? J'en ai entendu parler, hein, mais ça vient. Vous savez d'où ça vient? T'en as déjà fait, toi, Horatio? J'ai joué avec, non, j'ose pas dire j'ai fait, j'ai Ouais. joué avec, mais non, c'est, et je ne sais pas pourquoi ils sont misés à fond sur WebAssembly, mais les trucs, je les trouvais rigolos, donc j'ai testé quelques exemples, j'ai regardé les codes, j'ai joué un petit peu, mais je peux pas te donner beaucoup plus d'informations. Ok, C'est un alors peu le côté lanceur de paillettes. Je vois les trucs, je les teste, je les modifie, c'est super. Mais je suis pas allé à fond pour devenir un vrai connaisseur des langages en soi. Pour le Alors- moment, peut-être un jour. Julien, Alexandre, vous connaissez un peu ou... Je crois qu'on en a parlé j'en ai parlé à la fac. Enfin, on a vaguement vu ça quand j'étais à la fac il y a 12 ans. Mais je confonds peut-être parce que les langages dont le nom c'est juste une lettre, il y en a quand même Il y en beaucoup. a plein, quoi. Et bientôt, Ouais, on voilà. arrivera au Z. Mm. Bon, alors du coup, on va faire Massy, le podcast qui vous lit une page Wikipédia. Le langage D est un langage de programmation impératif, orienté objet et multiparadigme, conçu pour la programmation système. Donc, il s'inspire de C++, Java. Il partage la notion de ramasse-miettes, garbage collector. Ça existe depuis 2001, au moins. Et ça a été créé par Walter Bright. Bon, après, on va pas vous lire toute la page Wikipédia, mais ça vous donne vite fait un avis. Et si je Une peux idée. ajouter mon avis en humble amateur, quand j'ai joué avec, ça me rappelait tellement à plein d'autres langages que j'ai fait Ouais, que c'est je ne l'ai familier. pas trouvé compliqué. J'avais la même impression que quand j'avais commencé à faire des Dart. Ah, ça c'est comme JavaScript. Ah, ça c'est comme Java. Ah, ça c'est comme c'est. Bon, bah, plus ou moins, au bout d'une heure, j'arrivais à faire des petits trucs. C'est pas une façon recommandée d'apprendre un langage, ou peut-être oui, mais en tout cas, j'ai trouvé ça rigolo. Ouais, bah, si t'arrives à coder un truc, c'est le principal, je pense. Ok, on va passer à encore un dernier lien sur Wasm. Toujours un lien de Horatio. Mais là, tu vas nous parler de Disney+. C'est quoi le Oui, rapport? Disney+. Parce que, pourquoi Disney+, c'est voisin? Parce que Disney+, la idée qu'ils avaient, c'était réussir à que sur tous les différents types de devices, on parlait tout à l'heure des Freebox et compagnie, sont sur les 7TV et tout ça, il y a des applications Disney+, les plus rapidement possible. Et pour ça, ils voulaient fournir un Disney Plus Application Kit, un DAK ou un DDK Disney Plus Developer Kit. Et donc, la idée, c'était comment on va fournir ça et que la plupart des devices qui tournent sur des matos très différents, et comment on va mettre ça dans les mains d'un maximum de gens au plus vite. Ils sont dit, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en commun aujourd'hui, tous les devices, ou presque tous, ils sont des navigateurs. Ouais. Donc, pour construire des applications, le truc le plus simple, ça serait fournir un kit. Par contre, nous, ce qu'on fait dans l'application, bah, c'est trop compliqué. Lilian l'explique beaucoup mieux que moi. Hein. C'est trop compliqué pour le faire en JavaScript, mais si on fait toute la partie nécessaire en Wasm et on le donne et on fait un developer kit autour de ça, bah, les développeurs Freebox, Orangebox, Wixbox vont pouvoir prendre ça et construire rapidement autour l'appli Disney Plus natif dans la box. Et c'est un peu cette idée-là. Et ça montre bah, une autre des utilisations de Wasm, et ce qui pour moi, encore plus que les autres jeux que j'ai parlé, c'est l'esprit de WebAssembly. C'est de mettre facilement dans l'environnement web des choses qui étaient difficiles à faire en JavaScript, et ça va dans le sens que pour moi, le web reste et sera la vraie plateforme universelle, parce que c'est le seul outil que tu as depuis les plus petits devices connectés jusqu'à l'ordinateur plus haut de gamme, quoi. Mais alors moi, j'ai juste parcouru le lien.
Moi, dans ma tête, c'est dès qu'il y a une application Disney Plus qui existe quelque part, elle a forcément été faite par Disney. Là, tu es en train de dire que sur certaines plateformes un peu moins répandues, peut-être des OS très propriétaires de certaines télé connectées, c'est plus genre Panasonic qui va faire l'appli Disney Ou Plus. Ça c'est me paraît plus un bizarre. travail conjoint sur De certaines. partenariat, ouais. Ouais, et c'est pas forcément aussi simple que ça. Disney Plus, il va faire le travail pour la plupart des grosses plateformes là où ils ont un énorme intérêt. Ouais, sur Mais une Android TV ou une box Android, TV il y a compatible avec l'application ça. qui est officielle Ouais. Disney, iOS. Sur d'autres, bah, il y a forcément des partenaires, ce qu'ils appellent des applications clients. Ouais. Et que si les partenaires est là, bah, ça a un intérêt carrément de simplifier ce développement. Et même dans les cas où c'est eux qui font une bonne partie, bah, à partir d'un truc qui est web ready, ça élimine tout juste les besoins de connaître la façon de, éventuellement Panasonic par exemple, de faire des apps qui sont, non, bah, plateforme web, il y a un peu partout, on peut faire des trucs rapidement. Ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est à nouveau, ce lien-là, ça me rappelle pourquoi je trouve WebAssembly aussi intéressant, quoi. C'est marrant parce que ça me rappelle quand tu dis qu'il y a tout le temps un navigateur. Ça me rappelle quand j'ai un peu compris pourquoi il y avait un navigateur dans une télé ou une Switch, par exemple. C'est que typiquement, quand tu as besoin de te connecter à un Wi-Fi qui a un portail captif dans un hôtel, Bah, par exemple. tu vas devoir avoir une page web dans laquelle tu vas remplir un login mot de passe. Et donc, tu as des gens qui hackent ce genre de choses pour utiliser le navigateur de la Switch ou à une époque de la Wii ou de je sais plus quelle console. De Kindle, par exemple. Ouais, C'était aussi, très ouais. drôle. Le Kindle a un vrai navigateur, sur que la base était pensé pour les Wi-Fi et pour les stores Amazon. Mais voilà, en plus, c'est un navigateur super drôle de ce côté-là d'être fait avec de l'encre électronique, quoi. C'est clair. On va terminer l'arc narratif de les paliens du déménagement d'Alexandre avec un lien servicepublic.fr, Alexandre. Ouais, c'est les changements d'adresse. En gros, moi, je savais pas que ça existait, mais du coup, j'ai découvert depuis du podcast que vous connaissiez déjà. Mais en gros, bah, c'est juste un service public qui permet de faire son changement d'adresse pour plein de services différents, donc les impôts, la CPM, la MSA, EDF, les cartes grises, tout ça. C'est gratuitement et ça marche très bien et ça prend... on se connecte avec France Connect, ça prend, je sais pas, 10 minutes en fonction de ce qu'on a, même pas, quoi. Et du coup, on n'a rien d'autre à faire. Et c'est génial. C'est la digitalisation de... Vous l'avez de déjà l'État. utilisé, Horacio et Julien, le service public de changement d'adresse? Moi, je Ça fait longtemps l'utilisais que je sais pas. et j'étais bluffé parce que je me souviens encore comment ça se faisait avant et pour changer un truc dans une carte grise, tu prenais rendez-vous à la sous-préfecture et tu allais. Ouf. Non, non, c'est. Waouh! Ça donne tout de suite un changement, une vision de modernité que je trouve génial, quoi. Ouais. C'est de la digitalisation, comme ils disent. Pardon, pardon. Moi, je mets un tout petit bémol parce que je l'ai fait il y a un an. Et donc là, c'était quoi? On a voté en début d'année 2021. Je suis perdu. On Oui. est en quelle Oui. année? On est en On est en 2021. 2021 là. Voilà. En 2020, non? Et en fait, quand j'ai pas reçu ma carte d'électeur, etc., j'ai cherché sur un site, on peut trouver dans quel bureau de vote on est. Et en fait, j'étais toujours à mon ancien bureau de vote. Donc, j'ai déjà utilisé ce service 2 fois. La première fois, ça m'avait migré aussi des listes électorales, mais pas cette fois-ci. Mais là, j'ai pas vu la rubrique, c'est vrai. Maintenant Ouais. que tu le dis, liste électorale, j'ai pas vu la rubrique. Donc, voilà. Mais donc, il faut le dire, hein, on a tendance à souvent critiquer pas mal de services publics numériques qui sont... Enfin, on a tendance à souvent les critiquer, mais il y en a qui sont quand même bien faits et très pratiques.
C'est un Et outil de l'épisode pas super geek, mais un outil quand même. Donc si vous déménagez, n'oubliez pas, faites comme Alexandre. Et si vous Mais- achetez une voiture, vous faites tous les changements de carte grise directement par Internet aussi. Ouais. J'étais bluffé il y a des années. Et en plus, il y avait eu un truc compliqué avec le vendeur que les papiers n'avaient pas été bien faits. Et tout a pu être corrigé avec quelques chances de mail ensuite avec la personne qui traite le dossier derrière. J'ai pas eu à me déplacer. J'ai eu ma carte grise nouvelle par la poste quelques semaines plus tard. Donc, c'était plutôt super bien, quoi. Ouais. Ok. On en a terminé avec cet épisode. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à Franck Taillandier qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc Franck était impliqué dans énormément de choses autour du web. Il a participé à l'organisation de plusieurs éditions de SudWeb. Il a co-créé la communauté Jamstatic, Jamstack qui s'appelle Jamstatic FR. Il a animé un podcast sur ce sujet-là. Moi, j'avais été interviewé dans ce cadre-là. Il anime le Slack qui est autour de tout ça. Si vous êtes déjà allé à Paris Web, à SudWeb, dans énormément de communautés à Toulouse et pas que, vous connaissez Franck et vous savez qu'il est plein d'énergie, de sourire, de discuter jusqu'à la fin de la nuit sur tous ces sujets-là. Donc il va énormément nous manquer. Je vous ai mis dans les liens le lien vers Jamstatic pour rejoindre le podcast, le Slack, enfin écouter le podcast, rejoindre le Slack, des liens vers SudWeb et un lien vers un repo qui a été mis en place sur l'orga de SudWeb pour partager des témoignages que vous pouvez avoir à propos de Franck. Voilà. Donc on lui fait un coucou et il va beaucoup nous manquer. On termine avec le choix musical d'Horatio. Musical. Alors, Pas tout à fait. voilà, a priori, Horatio, tu n'écoutes pas beaucoup de musique en ce moment. Parle-nous de ton choix musical. Bah, mon choix musical, je me suis senti bête quand Uber me l'a demandé. Pourquoi? Parce que on est tous en télétravail. J'ai passé l'été entier à la maison avec les enfants autour. Et même si je m'isolais un peu, il y avait toujours un peu de bruit. Donc, quand l'école a repris, j'allais mettre un peu de musique et je me suis dit, mais non, je vais profiter du silence. Et la seule chose que j'ai mis un peu comme musique, c'était quelques bruits de nature comme fond auditif, mais en ce moment, ça va revenir, mais en ce moment, j'ai plutôt envie de ça quand je travaille. Donc, j'ai dit, bon, écoute, je vais embrasser ma bretonitude, on va dire, et on va mettre quelque chose que j'aime bien écouter pour me relaxer, c'est les bruits des vagues. Voilà, donc on va se quitter avec le bruit de la mer et particulièrement un bruit de vagues breton, n'est-ce pas, en hommage à Horatio. On vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode. Merci Alexandre, Julien et Horatio. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde. Salut! Salut, bonne journée.